Nous sommes mercredi 5 mai 2021. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de regarder CCTV, kiosque, édition spéciale sur l'état des sièges qui entre en vigueur déjà dans quelques heures, c'est-à-dire demain, 6 mai 2021. Le président de la République a nommé une administration militaro-policière au Nord Kivu, là où la question est concernée, tout comme en Ituri, dans une partie de l'ex-Grande Orientale. Retenez bien ces noms. Le lieutenant-général Luboya Kachama, il est nommé gouverneur militaire du Nord Kivu. Il sera secondé par Benjamin Alongaboni comme vice-gouverneur. Lui est issu du rang de la police nationale congolaise. En Ituri, c'est un autre lieutenant-général, Constant Ndima, qui est nommé gouverneur de l'Ituri. Il est secondé par M. Ekuka Lupopo comme vice-gouverneur. 4 figures qui ne sont plus à présenter. C'est vraiment des hommes de grandes manœuvres militaires. Vous l'avez peut-être pas compris, Constant Ndima, l'homme qui a été au four et au moulin pour la pacification autrefois de la partie Ituri sous le MLC de Jean-Pierre Bemba, tout comme le général Benjamin Alongaboni qui était dans l'axe Bassan-Koussou en allant vers Mandaka. C'est lui également qui avait maté l'insurrection des Enyele dans les sites Ubangui. Mais il y a également le lieutenant général Luboya, un ancien du RCD Goma. Il est passé également par les SMI, les structures militaires intégrées, avant de rejoindre Mbandaka comme commandant région militaire. Il était également à la première zone de défense. Édition spéciale sur l'état des sièges à Kinshasa et dans la partie est du pays. Une conférence de presse conjointe gouvernement avec Forces armées de la République et la police nationale. Patrick Mouyaya et Léon Richard Kassonga étaient face à la presse hier, justement sur cette question. Le Premier ministre a conféré hier avec des ministres sectoriels concernés par ces ordonnances du président de la République. Je citais le patron de l'Intérieur, le VPM, tout comme celui de la Défense nationale et la garde de sceaux de la justice. On en parle tout à l'heure. Les missions dévolues à ces hauts généraux de l'armée et de la police, ils sont censés, sauf erreur de notre part, quitter Kinshasa dans quelques heures pour rejoindre leur poste d'attache. On en parle tout à l'heure avec José Adolphe Voto, il est de CKTV. D'ailleurs, cette faveur, il nous a gratifié d'une chronique de ces ordonnances du président. José Adolphe Voto, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo. Très content de parler aujourd'hui de votre domaine de prédilection, n'est-ce pas? Oui, je suis très sensible à tout ce qui est sécurité, armée, ainsi de suite. Fati est-il sur la trace de Mobutu? Fati, Mobutu Light, on a vu avec des années, je me rappelle, j'étais encore jeune, je ne suis pas au collège, je crois à l'école primaire, vers les années 90, à Kinshasa, Mobutu, après les émeutes de 90, il va nommer un certain général Amelia. Tout comme un peu à l'époque, on a vu vers la fin de son régime, Mobutu, avec la guerre de l'AFDEL, il va nommer M. Lukulia comme chef de son gouvernement. C'est ce qu'on semble voir et c'est une très bonne chose. Je dis que c'est la première grande décision courageuse de l'histoire de la guerre qui dure depuis près d'un quart de siècle. Cette guerre qui a été gérée par l'AFDEL depuis plus de 20 ans. Tu sais qu'elle vient d'arriver il y a à peine 2 ans et c'est la décision qui pourrait être le début de la fin de cette guerre. Si jamais le gouvernement était conséquent et si jamais les généraux qui sont chargés d'exécuter cette mission sont conséquents également. Donc je crois que ça va changer beaucoup de choses. Et tu sais qu'il s'inscrit là, j'ai l'impression, sur la trace Mobutu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une situation grave, on fait recours à l'armée. Mobutu l'a fait, vous l'avez dit, et là c'est l'armée qui prend l'administration, au-delà du fait que certaines personnes redoutent
le non-respect des droits de l'homme, mais je crois qu'entre la vie et le droit de l'homme, à ce moment aujourd'hui, il faut privilégier la vie. Très bien. Jésus Adolphe Boto, nous allons revenir en long et à large. J'ai dit tout à l'heure, c'était une édition spéciale sur la question de l'état du siège dans le Nord Kivu, l'état du siège en Ituri. Jean Bamanissa, avec tout son gouvernement suspendu, tout comme au niveau du Nord Kivu, Carly Nzanzu Kassivita et son vice doivent passer le main pour une période de 30 jours, conformément à la Constitution. L'état du siège peut être prorogé, certainement, comme la Constitution l'a dit. Walter Couille, pour ce troisième numéro de la semaine. Walter, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on va parler état des sièges. Y a-t-il moyen de placer un mot par rapport à cette taxe ou cette redevance RAM? Aujourd'hui, les gens de plus en plus décrivent, je ne sais pas s'il faut l'appeler taxe ou redevance. La semaine passée avec Innocent Olenga, sur ce même plateau, on disait que ça ressemblait à une escroquerie. Il n'y a pas longtemps, le ministre des PT Intic est passé sur nos antennes de Top Congo, je crois que vous l'avez suivi, Augustin Kibassa, qui a presque balbutié aux questions que lui posait Christian Lusakweni. Il dit que la taxe ou la RAM avait pour objectif de mettre un terme ou d'assainir le secteur de la téléphonie en mettant de côté ou hors utilisation les téléphones piratés ou de mauvaise qualité qui avaient des effets négatifs sur la santé des utilisateurs. Mais quand on lui pose la question, ça va prendre combien de temps? Ou pourquoi pas simplement ne pas taxer les téléphones contrefaits ou les désactiver simplement? Il n'a pas donné une réponse claire et précise. Il parle d'un moratoire. Un moratoire de combien de temps? Il n'a pas justifié. À la limite, c'est une taxe parce que son secteur veut peut-être avoir plus de moyens et ils veulent imposer la population. Je crois que toutes les réponses qu'il a données, et ça fait le buzz sur Internet, les gens disent peut-être qu'il a été vraiment tourné en dérision et puis tout ce qu'il a donné comme argumentaire sur cette taxe RAM n'a pas raison d'être, surtout que son ministère ou son arrêté ne peut pas s'ériger au Parlement parce que le ministre n'a pas qualité d'instituer les taxes. C'est une prérogative du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. À qui revient cette prérogative? Non, on a dit de voter des lois oui, ou de proposer pour que nous ayons taxes ou impositions sur tel ou tel autre secteur. Non, on a dit l'ancien Premier ministre, je crois, c'est Sylvestre Ilukamba, qui a pris un décret instituant non, mais il y a des dérapages dans cette taxe parce que j'ai suivi le ministre, toutes les réponses qu'il a données ne m'ont pas convaincu, elles sont totalement de tout. Alors, il se justifie, hein? Je ne sais pas, aujourd'hui, on dit la question, elle est prise à bras-le-corps par l'Assemblée nationale. Il y a même une question orale avec débat lui adossée. On est mercredi. Peut-être que la question sera inscrite là, le mercredi prochain, parce que chaque mercredi à l'Assemblée est réservé au contrôle parlementaire. Le ministre vous dit, écoutez, au-delà de ce que vous venez de dire, en contrepartie, nous allons proposer des services Internet gratuits dans nos universités. Mais l'ODEP dit autre chose. L'ODEP pense même qu'il on est en train de minorer les recettes et il n'y a pas une sorte de contrepartie par rapport à tout ce que les PT Intic collectent et même dans le budget réaménagé, les programmes du gouvernement exercice 2021, on ne voit pas comment on dit, il n'y a pas de traces claires en termes de mobilisation de ce que les PT Intic doivent apporter par rapport à cette question des rames. Ça risque d'être encore une seconde escroquerie. Il faut simplement, si pas suspendre, annuler le temps que le Parlement définisse clairement ce qui doit être fait, le contour de cette nouvelle taxe qu'on doit nous imposer. Parce que moi, je veux trouver anormal, au jour d'aujourd'hui, perdez votre téléphone, appelez le service de la RAM, on ne va ni retracer le téléphone, ni vous le faire restituer, ni écraser simplement, ou comme on dit, le terme technique qui convient, flasher ou bousiller simplement ce téléphone-là. Non. On a enregistré beaucoup de plaintes des gens qui perdent des téléphones que la RAM n'arrive pas ni récupérer, ni retracer. Moi, je pense que c'est une histoire bidon, montée de toutes pièces pour simplement imposer et puis prendre de l'argent. On ne sait pas à quoi ça va servir parce que dès lors que la loi des finances publiques de l'année 2021 ne reprend pas une rubrique sur l'argent que la RAM est en train de collecter pour le moment. Où ira cet argent?
on ne sait pas où ça va partir. Allez, allons à l'est du pays, on prend le vol, il faut militariser aussi kiosque et maintenant on commence à militariser tous. On militarise aussi l'émission. Vous avez connu 4 grands noms tout à l'heure. Luboya Nkashama, Alongaboni Benjamin, Constant Dima et puis Ekuka Lupopo. Ces noms-là vous disent quelque chose? Oui, oui, ce sont des officiers du reste connus, des gens qui fréquentent ou qui ont des acquaintances avec l'armée. J'ai particulièrement des grands-parents qui sont dans l'armée, qui ont servi depuis le temps de Mobutu. J'ai posé quelques questions aux uns et aux autres qui reconnaissent que ce sont des gens très bien formés. S'agissant de la formation, il n'y a pas un commentaire à faire. Ce sont des têtes bien faites. Ils ont appris l'art militaire, la guerre, faire la guerre, imposer la paix, rétablir la paix. C'est vraiment ce qu'ils ont appris. Comme nous à l'université, le métier que nous faisons, eux, leur métier, c'est faire la guerre, c'est imposer la paix, rétablir la paix quand il y a résistance. Et je pense qu'il est vraiment temps, comme le disait le professeur, de mettre un terme à cet aventurisme de ces bandes armées qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Les commentaires fusent de toutes parts s'agissant du passé de l'un ou de l'autre. Il a été dans la rébellion, mais on oublie que tous, pour la plupart, ou même les autres généraux de FARDC aujourd'hui, à 80% ou 90%, ce sont des ex-FAS. Or, si vous remontez jusqu'aux années 1990, la plupart de tous nos officiers ont fréquenté les meilleures écoles militaires de ce monde. C'est question de les mettre dans des conditions qui conviennent pour pacifier l'Est de la RDC. S'agissant, par exemple, je peux citer 2 ou 3 noms, le général Paix à son âme, Obuja Mabé. On sait ce qu'il a fait avec Jules Mouteboussi au Sud Kivu. C'est un peu de temps qu'il a mis un terme à l'aventurisme. Récemment, le M23 avec le général Baouma et le colonel Mamadou Ndala, ça n'avait pas pris assez de temps pour qu'on mette un terme à ce que le M23 voulait nous imposer. Et c'est question vraiment que le président de la République, qui a toutes les informations, toutes les cartes en sa main, je crois qu'il a pris tout le temps avant de prendre ses ordonnances. Je crois que les résultats seront les meilleurs si tous nous nous impliquons pour que la paix revienne en République démocratique. Alors, Walter Pouy, c'est qu'aujourd'hui, professeur Voto, est-ce que les anciennes recettes n'ont pas à donner des résultats escomptés et il faut maintenant passer à des nouvelles recettes et c'est l'état des sièges pour les cas d'espèce? Non, les anciennes recettes, ce n'est pas l'état des sièges seulement. Les nouvelles recettes, il faut dire que la guerre a été conduite depuis, la guerre globalement, depuis 1996 par l'AFDEL. Et la plupart des officiers qui ont dirigé cette armée, à tous les niveaux, dans toute la hiérarchie militaire, c'était des officiers de l'AFDEL. Et ce n'est qu'évident, c'est un secret de polichinelle. Donc, le pouvoir ancien n'avait aucun intérêt pour que les choses aillent de l'avant, parce qu'il faut voir la genèse de cette guerre. Et donc, on s'était embourbé dans ça. Aujourd'hui, il y a une rupture parce que, Walter Pouy l'a dit, ce sont des ex-FAS, des gens qui sont passés dans de grandes écoles militaires du monde, depuis les États-Unis, l'Angleterre, Israël, l'Égypte, Maroc. Et donc ce sont ces gens-là aujourd'hui auxquels le président recourt. Je me dis, est-ce que le président de la République a écouté les cris d'alarme de Jean Goubal, qui a dit qu'il faut remettre l'armée aux ex-FAS? Donc ce sont des gens dans lesquels l'État congolais a investi. Il y a une parenthèse, c'est qu'à un moment, ils étaient mis de côté. Aujourd'hui, ils doivent revenir. Ils ont toute la confiance. La deuxième chose, c'est que si vous voyez tous ces gens, ce sont des non-originaires de l'espace où il y a l'insécurité. Alors qu'avant, la plupart d'officiers qui opéraient dans le Kivu, essentiellement, c'était des ressortissants du Kivu qui avaient des conflits d'intérêts. Et ils opéraient plus pour sauvegarder pour l'intérêt de leur communauté. Et c'est ce qui a poussé que chaque communauté, finalement, a créé son armée et une multiplication de groupes armés. Et donc aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons dit que nous sommes posé la question si Tshisekedi ne serait pas sur la trace de Mobutu. C'est qu'en son temps, Mobutu a expérimenté la territoriale des non-originaires, non seulement dans l'armée, mais dans l'administration publique, et cela a donné les résultats. C'est à cause de la territoriale, l'administration des non-originaires que Mobutu a pacifié le pays.
C'est à cause de cela qu'il a stabilisé le pays. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, si Tshisekedi revient sur cette trace-là, ce n'est qu'une bonne chose et nous pouvons nous en sortir. Concernant maintenant les généraux qui ont été promis, alors je me dis, c'est peut-être une prise de conscience qui a dépensé aux ex-phases. Est-ce que c'est parce que les originaires ont failli? Ça c'est un, mais de deux, nous avons vu des originaires qui ont toujours été au front, à l'est du pays, mais qui n'ont même pas remporté une victoire. Mais si je prends la dernière phrase de notre confrère Walter tout à l'heure, ces non-originaires, comme le Mbunjamabe, Baouma, c'est vrai que Baouma est de la Grande Orientale, tout comme le colonel Mamadou général, ce sont ces gens-là qui ont plus gagné des batailles et des guerres, mais à la fin, qui meurent. Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? Oui, je comprends tout à fait. Mais c'était un système, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le système AFDEL qui a duré depuis 1996 jusqu'à le départ de Kabila. Et donc, quand vous parlez aux militaires, ils vous disent que c'est une guerre politique. Et ça dit tout. C'est-à-dire que on a appris beaucoup d'anecdotes dans cette guerre. Des armes qui étaient envoyées depuis Mouzé jusqu'à Kabila fils, des armes qui étaient envoyées au front et auxquelles on accompagnait des munitions qui n'étaient pas adaptées aux armes. Des armes qui ont été vendues à l'ennemi, des tenues qui ont été vendues à l'ennemi, du carburant qui ont été vendu à l'ennemi, des positions de l'armée congolaise qui ont été vendues à l'ennemi. Et tout ça, parfois avec la complicité de la hiérarchie. C'est pas moi qui le dis. Il y a des rapports de la Nations Unies qui attestent de cela. Et tout ça, la hiérarchie militaire ne disait mot, et on n'a changé pas les choses. Donc, je crois que maintenant, ça tombe à point qu'on peut changer les choses. Les non-originaires qui gagnaient des guerres, mais qui disparaissaient après, jusqu'à aujourd'hui, on s'est toujours posé la question des conditions dans lesquelles ces gens ont disparu. C'est pas normal, il y a trop de coïncidences. Et je pense peut-être qu'un jour, on va ouvrir des enquêtes par rapport à ça. J'espère que les heureux promus, là, Walter, ils n'auront pas de pesanteurs sur eux, non seulement de pesanteurs, mais ils ne se mettront pas en tête que voilà, il y a eu des non-prédécesseurs comme de Baouma, il y a eu des non-prédécesseurs comme de Mbunjamabe, et comme de qui encore, qui avaient mené cette guerre avec Maïstra. Et après la guerre, ils sont morts. J'espère qu'ils ne vont pas se mettre en tête cette idée-là et ils vont aller pour défendre les couleurs nationales. Non, Serge Kabongo, on est maintenant dans des contextes vraiment très très différents. Vous voyez, à l'époque, il y avait plusieurs points de commandement ou de réception d'ordre, Kinshasa, Goma, et puis les sous-points à travers la province ou les provinces du Kivu et de l'Ituri. Mais dès lors qu'il y a maintenant un régime spécial, l'état des sièges dans ces deux provinces-là, et vous constatez qu'on a désactivé l'administration politique, on a désactivé le service judiciaire civil, c'est un régime militaro-policier, comme vous l'avez dit au départ. Ces gens-là n'ont d'ordre à recevoir que du président de la République, qui certainement va recevoir les conseils des services spécialisés, entre autres l'état-major général des FARDC. Je ne vois pas un conseiller sortir du bois ou terrer quelque part, ou le frère de tel appeler le général-gouverneur ou son adjoint pour changer l'ordre ou le commandement sur terrain. Non, je ne pense pas. On a passé beaucoup de temps à piétiner sur le travail que faisait l'armée au front. Je crois qu'il est temps de taper du poing sur la table et que les gens promus qui ont été choisis se plient au seul ordre du président de la République et pas de certains courtisans qui pourraient tirer des ficelles ça et là pour continuer à se retrouver. C'est comme le professeur Voto l'a dit, c'était une guerre politique et il y a eu des ramifications jusqu'au-delà des frontières. Nombreux se sont retrouvés dans cette situation. Ne perdez pas de vue. Vous arrivez aujourd'hui à Goma, à Butembo, vous dites que Mbandaka n'a pas approché la ville de Butembo alors que c'est dans une zone de guerre. Voilà. Un ami me disait un jour, le climat de paix de la partie ouest de la République victimise les gens de l'ouest. On ne sait plus construire les écoles, réhabiliter les routes, parce que tout est affecté vers l'est
pour l'effort militaire. Voilà. Or, les partenaires extérieurs, quand ils arrivent, Union européenne, Banque mondiale, ils vont encore là pour les projets de développement. Il y a la guerre, il faut construire parce qu'on a tout détruit. Mais nous oublions consciencieusement que c'est l'Ouest qui en souffre plus. Bien que nous ne mourrons pas de balles, mais nous mourrons de beaucoup de choses où les gens de l'Ouest meurent de plusieurs autres choses liées à la guerre à l'Est. Vous arrivez aujourd'hui à Goma, de 2010 à ce jour, c'est plus de 20 km de route construite. Mais vous arrivez à Mbandaka, Gemena, Mbujima, Kananga, même pas un centimètre. Même pas 1 kilomètre. 1 centimètre, par ce que je dis est vérifié et vérifiable. Mais Butembo a fait plus de 10 km de route en moins de 10 ans. Raison pour laquelle on doit arrêter ce cycle de violence, que ces gens-là, je sais que ce sont des gens qui méritent et ils ont des lourdes charges sur leurs épaules. Je crois que ils doivent rendre compte et pour la plupart, je pense qu'ils sont à la hauteur. Est-ce que l'enjeu, je veux dire, l'enjeu de cet état de siège, c'est quoi? C'est aussi les élections à venir. Félix a fait des promesses de rétablir la paix à l'est du pays. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'instaurer l'état de siège, ou bien il fallait simplement, comme on a fait il y a 4-5 mois, on a déplacé l'état-major avancé au niveau de Goma, il fallait peut-être renforcer les zones opérationnelles que d'aller dans l'état de siège. Certaines libertés seront peut-être perturbées. Et les gens trouveront à redire certainement. Nous sommes dans une démocratie comme Fayulu et Mouzoutou qui parlent de l'amateurisme, mais la finalité finalement de cet état de siège sera quoi? La finalité, c'est d'imposer la paix, parce qu'on a tenté, rappelez-vous du temps du régime passé, Lambert Mende parlait de la triptyque, diplomatie, contrainte militaire et puis négociation politique. Mais on en est arrivé où? Je me rappelle François Mwamba, avant de démissionner ou d'être chassé du Sensa, est parti à quitter Kinshasa. Heureusement, j'avais refusé de faire ce voyage-là avec un avion des FARDC jusqu'à Goma pour amener environ 200 ex-M23. L'avion est parti vide, il est rentré vide parce que ces gens-là avaient refusé de revenir. Et pourtant, ils étaient d'accord. Ils ont dépêché une délégation ici, au bureau du mécanisme national de suivi. J'étais ce jour-là lors de la réunion. Tout le temps, ces gens-là sortaient pour faire des appels et puis la réunion avait capoté. Cet état d'urgence, Félix Tshisekedi n'est pas sorti du cadre légal. C'est dans la Constitution, l'état des sièges comme l'état d'urgence. Ce sont des mesures exceptionnelles d'ailleurs. C'est même limité dans le cas exceptionnel des mesures exceptionnelles. Des mesures exceptionnelles. C'est limité dans le temps, bien que renouvelable. Ne perdons pas de vue. Il n'y a pas longtemps à Yumbi, on avait nommé un colonel pour rétablir la paix et la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a plus un problème entre les Batende et les Banounou à Yumbi. Je crois que la situation est un peu plus complexe dans le nord Kivu et puis Ituri, mais je crois que le président connaît, qui a toutes les cartes avec lui, va voir comment faire en sorte que toutes ces ramifications-là soient prises en compte dans cet état d'urgence afin que la paix soit vraiment rétablie, parce qu'au-delà de la paix, les jeunes qui vont dans les groupes armés ont besoin du travail. Je crois que si on relance le projet de développement, construction des routes, des écoles, ces gens-là peuvent trouver de l'emploi, d'où la nécessité vraiment qu'on y aille et qu'on y aille très vite, mais en prenant toutes les précautions pour éviter les dégâts ou les effets collatéraux. Félix Tshisekedi, président de la République, qui appelle à une mobilisation générale. Il appelle la classe politique, toute tendance confondue, les médias, les forces vives, à pouvoir accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo, également au niveau de la police nationale, pour faire bloc autour de nos vaillantes FARDC afin d'endiguer cette insécurité grandissante. Madame, Monsieur, si vous regardez Kiosque que vous venez de nous rejoindre, nous faisons une édition spéciale sur l'état de siège décrété par les chefs de l'État qui entre en vigueur dans quelques heures, c'est-à-dire déjà à partir de demain, jeudi 6 mai 2021. Je rappelle que des gouverneurs militaires ont été nommés depuis hier par le président de la République, José Adolphe Voto. Je prends la même question que j'ai posée à votre co-débatteur hier. L'enjeu finalement de cet état de siège, c'est quoi? Et je me demande aujourd'hui,
la finalité, c'est finalement de faire partir tous ces groupes armés, de les anéantir, comme Léon Richard Kassonga, les porte-parole de FARDC, l'a dit, que nous avions non simplement les hommes, mais nous avons également de la logistique. Alors moi, j'ajoute comme questionnement, il ne suffit pas d'avoir des hommes, moins encore de la logistique, il ne suffit pas de nommer Alonga Boni, il peut beau être un manœuvrier, un homme de terrain, mais il faut aussi avoir une politique pour encourager ces gens-là. Je prends l'exemple de l'Ituri. Est-ce que la guerre qui sévit en Ituri, ou les conflits ethniques entre Endou et Lema, excusez-moi, avec des Kodeko, c'est la même chose avec ce qui se passe au Nord Kivu entre les ADF? Et d'abord, je voudrais revenir sur la préoccupation de votre soulevée par rapport au sort de ces vaillants commandants. Il n'y a pas que le 4, mais il y a tous ceux qui vont travailler avec eux, parce que je m'imagine qu'il faudrait changer toute la chaîne de commandement, depuis les généraux qui sont à la tête de la province jusqu'au chef de section. Vous-même, vous avez dit que c'est le début d'une fin. Voilà, en passant par les commandants de brigade, les commandants de compagnie, tous ces gens qui ont travaillé jusqu'à... Il faut qu'on les change. Est-ce qu'ils craignent pour leur... Moi, je ne pense pas. Vous savez, vous et moi ne sommes pas des militaires. Moi, je vis avec les militaires. Un militaire, quand il s'engage, il prête serment et dit « Makila nanga pona ekolo ». Et ça, on a perdu cette culture. Donc, pour un général qui va au fond, comme ceux qui sont allés, mourir pour ces pays, il ne le regrettera pas. Il a prêté serment et donc il a été fidèle et loyal à la République et il sera honoré. Donc je ne pense pas qu'ils pourront reculer et s'inquiéter parce qu'ils redoutent de mourir. L'état de siège, je crois que le président de la République a eu de bons conseils. Et il a trouvé réponse à beaucoup de préoccupations depuis 2 ans. Depuis 2 ans lui-même, étant civil, n'ayant pas la maîtrise de la complexité de la guerre qui se passe à l'Est, il a promis que il dit, si je suis élu, je vais m'installer à l'Est. Je vais déployer l'état-major général à l'Est. Il est même allé jusqu'à dire, je suis prêt à mourir pour que la paix revienne dans l'Est. Ça, c'est des discours d'un civil. Ça, c'était les sentiments nationaux patriotiques qu'il a agités. Mais tout le monde sait, les militaires savent que pour terminer cette guerre, ce n'est pas le fait de déplacer l'état-major général. Ils savent. Ce n'est pas le déplacement du chef de l'État. Ils savent que ce n'est pas le fait que le chef de l'État qui est réclamé à Beni s'installe à Beni pour que la guerre se termine. Ils le savent. Et ils lui ont donné le bon conseil. L'état de siège, c'est une nécessité aujourd'hui. Au-delà des droits de l'homme, au-delà... Vous savez, vous avez posé la question si ce n'est pas un calcul politique. Non, si, mais c'est un calcul politique, mais pas politicien. C'est un calcul politique. Parce que là où on en est aujourd'hui, où les élèves sortent à Beni, il faut des sit-ins. Et s'il n'y a pas de réponse, tu sais qu'il sait que s'il n'y a pas de réponse par rapport à la guerre de l'Est, il ne sera pas élu en 2023. Il le sait. D'autant plus qu'il n'aura pas, je suis désolé, tout ce qu'il n'aura pas de réponse sur le plan social d'ici 2023, ça ne viendra pas. Tout son bilan reste politique. Ça sera quoi? J'ai démantelé le FCC, j'ai repris le contrôle de l'Assemblée nationale, le contrôle du Sénat. J'ai fait arrêter Bakonga qui a plombé la gratuité. J'ai maîtrisé aujourd'hui la Cour constitutionnelle, mais tout ça c'est politique. Voilà. Mais ça ne donnera pas de résultats, étant donné que le social ne viendra pas. Il ne reste que l'aspect sécurité. Il faut surfer maintenant sur la sécurité. La sécurité. Et puisque vous parlez politique, tu sais qu'il est en train de jouer tout son avenir politique dans cette affaire de l'Est. Ou il gagne cette guerre et il devient un héros national, ou il échoue à pacifier l'Est du pays d'ici 2 ans et il sera vomi par cette population. Et donc pour lui, c'est une carte importante, c'est pourquoi. Mais est-ce que c'est là où, professeur, pour ne pas vous couper, c'est là où j'aimerais quand même que nous puissions relayer cet appel à la mobilisation. C'est vrai que ceux qui ont des petits calculs mesquins, ils pensent que si c'est la victoire de Tshisekedi, ou soit ça sera sa liquidation politique. Mais quelle est notre part? Parce que nous, comme Congolais, nous, comme citoyens de ce pays, il ne suffit pas que Félix gagne ou perde, mais c'est nous, et c'est avec cette partie de la République
nous risquons de ne pas le contrôler. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un calcul politicien. Voilà. C'est un calcul politique, certes, parce que il est politique, il doit en répondre devant la population congolaise. Nous, Congolais, qu'est-ce que nous gagnons? C'est la pacification de notre pays. Et c'est pourquoi je vous rejoins. Il faut que nous puissions collaborer. Il faut que la presse devienne patriotique cette fois. Parce que hier, on sentait qu'il y avait des pièges, les gens n'étaient pas sincères, mais cette fois, au moins, il faut que nous puissions collaborer, il faut que nous puissions mettre de côté, comme il a dit, les classes politiques mettre de côté les divergences et privilégier l'intérêt national. Et je crois que c'est vers là que nous devons aller. Très bien. Walter Koulou, il y a une question à laquelle le professeur, confrère Voto n'a pas répondu. La question de l'Ituri, elle est tout autre que celle du Nord Kivu. Ituri, j'ai vu il y a 4, 5, 6 mois, des rebelles Codeco qui quittent leur base dans la forêt, qui viennent au centre-ville demander la libération de certains de leurs, et après on leur donne des véhicules militaires pour les ramener dans... J'ai dit, bon Dieu, nous sommes dans quel état? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui va se faire en Ituri, c'est vrai qu'à l'époque, on posera peut-être la question à Jean-Pierre Bemba, à l'époque chef de ce mouvement MLC, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait quelle recette pour pacifier l'Ituri avec cette crise entre les Ema et les Lendu? Mais d'abord les communautés entre elles, pendant cet état de siège, il ne faudrait pas réconcilier les gens, ou bien il faut imposer la loi du talion. Les deux provinces sont en proie à la violence, mais le conflit d'une province est différent de celle de l'autre. Au Nord Kivu, on a d'abord le problème des ADF qu'il faut combattre. Au-delà des ADF, il y a des problèmes ou des conflits ethniques. Il ne faut pas se le cacher, il y a les Hutus qui se disputent des terres ou qui sont en difficulté ou qui sont en conflit avec les Nandés. Au-delà de ces deux groupes, il y a les sous-groupes, parce que dans les Nandés, les différents Maïmaï, et qui ont chaque communauté a ses groupes Maïmaï, et ainsi de suite. Parce que si vous êtes à Goma, rappelez-vous, depuis un certain temps, si le gouverneur est un Nandé, son adjoint doit absolument être Hutu. Dans l'administration au Nord Kivu, c'est toujours pareil. Si le titulaire c'est un Nandé, ou c'est souvent un Nandé et l'adjoint c'est un Hutu. Et ça amène souvent des conflits depuis longtemps. Au début, vous avez souhaité qu'il y ait la politique de non-originaire. Moi, je souhaite et si tout dépendait de moi, on devrait revenir sur ça. Parce que rappelez-vous, depuis l'émiettement de la RDC ou l'émiettement des provinces, dans toutes les provinces, sauf Kinshasa et le Kasaï oriental, tous ceux qui ont été élus comme gouverneurs ont eu des sérieux problèmes et ils ont été déchus. Mais déchus par qui? Par les mêmes originaires. Donc, entre eux ou dans nos communautés, quand vous êtes en face d'une autre communauté, vous vous regroupez entre vous. Mais entre vous, là, il y a des sous-groupes dans lesquels naissent encore des conflits. Par contre, en Ituri, c'est un problème entre, comme vous l'avez dit, l'Ema et Lendu et les Codeco qui se sont immiscés. Le chef de l'État a envoyé des émissaires, mais apparemment... Mais en Ituri, il y a aussi des multinationales en Ituri sont là, qui sont autour des gisements pétroliers, qui alimentent les groupes armés. Pas seulement en Ituri, même dans le Nord Kivu, dans le territoire de Walikale, dans le Massissi, il y a des multinationales qui sous-traitent certaines sociétés locales avec ramification ou accointance. Vous avez vu en Côte d'Ivoire comment Total a tout fait, même à Brazzaville ici. Comment, quand vous regardez ces documentaires, comment Total a fait pour faire partie du Souba. Mais quand vous parlez avec les dignitaires natifs de l'Ituri, ils vous disent que c'est un problème pétrolier et aucun gouverneur ne peut être là si lui ne répond pas aux exigences de telle multinationale. Aussitôt, il est hors leur cahier de charges. Ce sont ces multinationales qui alimentent la Codeco ou les Codeco pour qu'on l'attaque, qui alimentent même, qui attisent cette fibre ethnique pour... C'est ce qui maintenant justifie l'état de siège et la nomination des généraux qui heureusement sont non originaires, parce qu'ils n'auront pas des comptes à rendre au groupe des députés qui les ont votés par ethnies. Eux travaillent, ils ont une mission, c'est celle d'imposer coûte que coûte la paix.
Et nous attendons la paix. Ils n'ont pas à se plonger dans des querelles politiciennes inutiles qui endeuillent notre pays depuis, comme le professeur Voto l'a dit, un quart de siècle, aujourd'hui 26 ans, parce que c'est depuis 94 l'entrée des interamoués que nous sommes dans cette situation dans l'est de la RDC. Raison pour laquelle le souhait le plus ardent, c'est de voir ces généraux imposer la paix, de ne pas se laisser distraire par des déclarations politiques ça et là, soutien ou non-soutien, contradiction. Non, ils ont une mission spécifique, c'est celle d'imposer la paix par la force, et c'est ce que nous attendons. Il faut demander aux communautés locales de collaborer, parce que pour la plupart, on a cité des grands chefs terriens, des grands chefs coutumiers. Je parlais avec un ancien patron de service et qui me disait qu'un jour, on envoie des policiers pour venir rétablir l'ordre dans une des provinces. Et un chef coutumier qui était dans le coin à l'aéroport, il voit des policiers, il dit « Qu'est-ce que ces gens sont venus faire ici? Ils vont retourner d'où ils viennent. » Donc ces chefs-là, comme le président Mbosso l'avait dit, les citoyens Mbosso, j'aime bien l'appeler citoyens Mbosso, avait dit, doivent maintenant collaborer et quitter les groupes armés. Ils sont obligés. D'abord, je voudrais placer un mot par rapport à ce qui s'est passé avec le Codeco. Oui. C'est le Codeco. Oui. Non, il y a une information qui n'a pas été donnée exactement. Ces gens-là, ce n'étaient pas des rebelles qui étaient en conflit ouvert avec l'armée. C'était des rebelles casernés et que le gouvernement devait prendre en charge. Ils étaient dans les processus DDR. Et que le gouvernement avait abandonné, ils avaient faim. Et ils sont venus chercher à manger. Et à l'occasion, ils ont réclamé également qu'on libère leurs frères qui étaient en prison. Et les commandants qui étaient là, c'était dans la ville, a estimé qu'il ne fallait pas agresser ces gens. D'abord, ils sont venus avec des bandeaux blancs sur la tête. Ouais. On ne veut pas attaquer des gens avec des bandeaux blancs. Donc ils sont venus négocier. Et ils ont négocié, on leur a donné à manger et on les a raccompagnés. C'est ça la vérité. Ce n'était pas qu'ils sont venus faire de la parade dans la ville et on les a laissés. Ça, c'est une précision détail. Voilà. Merci. Vous avez relevé la complexité du conflit en Ituri et au Nord Kivu. Disons en passant que, je m'excuse, il y a aussi les conflits au Sud Kivu, oui, qui n'a pas été pris en compte. Ah oui. C'est pour dire que... Vous vous interrogez d'ailleurs, hein, pourquoi pas les Sud Kivu? Oui, parce que chaque l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, chaque province a sa spécificité. Ouatteko, il a dit, en Ituri, c'est du terrorisme, avec la FDL. C'est du terrorisme et c'est de l'affairisme. Au Nord Kivu, notamment dans le Grand Nord, il y a certes ces conflits ethniques, mais c'est aussi plus de l'affairisme. Ces chefs coutumiers, tous ces gens-là, ils font des affaires et ils étaient favorisés par l'armée. Ils étaient sécurisés par l'armée et par les rébellions. Et c'était des affaires de minerais, du pétrole, du bois, ainsi de suite, ou du coltan, ainsi de suite. Alors qu'au Sud Kivu, c'est, vous savez, les conflits qui a commencé d'ailleurs au Sud Kivu, pour embraser le Nord Kivu et l'Ituri aujourd'hui, ces conflits a commencé, sa jeunesse, c'est la révolte de Banyamulenge jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au Sud Kivu, c'est une affaire identitaire, c'est une affaire de territoriale et de réclamation des nationalités. Et je crois que c'est peut-être ça qui a fait prendre au gouvernement cette décision de ne pas tout embrasser à la fois, parce que le conflit, il est quand même plus complexe au Sud Kivu, même si le conflit en a toujours. Vous savez, quand on dit que dans l'Ituri, c'est du terrorisme, les salons diplomatiques sont sensibles à ces discours et peuvent vous encourager dans ce processus. Alors que si on dit au Sud Kivu, c'est les intérêts de Banyamulenge, il y a certains salons diplomatiques qui n'acceptent pas de traiter ces dossiers. Alors, sans pour autant aller dans les secrets de la guerre, parce que nous n'en maîtrisons peut-être pas, le méandre, on dit... vous avez affaire à une guerre qui n'est pas classique, on parle d'une guerre asymétrique. Le président Félix disait que la réplique de nos forces de défense et de sécurité, elle sera impitoyable. Il n'y a pas longtemps, il venait de passer un accord avec, je crois, les Kenyans. Est-ce que les Kenyans aussi vont venir? Pendant ce temps, nous avons la présence de près de 16 à 17 000 hommes de la MONUSCO. Ça va se passer comment pendant cet état de siège? J'espère que tout est pris dans le cahier des charges.
La première chose, la MONUSCO. Vous savez que depuis le début de cette année, peut-être vers la fin de l'année passée, la MONUSCO a fait la cartographie précise des groupes armés. Ah bon? La MONUSCO sait où se trouve quel groupe armé, quel type d'armes ils ont et ils sont combien. Ils ont cette information-là. Et c'est le cas aujourd'hui de mettre la MONUSCO devant ses responsabilités. Hier, la MONUSCO, les partenaires comme les États-Unis disaient non, vous avez des officiers qui sont en intelligence avec l'ennemi, nous on ne peut pas vous soutenir et tout. Je crois qu'aujourd'hui, ils n'ont plus ce discours-là. L'armée congolaise a besoin qu'ils mettent à disposition de cette armée ces informations. C'est vrai. C'est une guerre asymétrique. Donc, on ne va pas attaquer les groupes rebelles qui se cachent, qui sont en civil. Hein. Ouais. Ils jettent son Kalachnikov et ils se dissimulent au sein de la population. Voilà. Ce n'est pas avec des chars qu'on va combattre ces gens-là. Et j'ai aimé le fait qu'il y ait un mixage avec la police. Parce que la police doit être une police de proximité. Et un autre problème, c'est que, et ça c'est le général Kassonga, il faut une communication qui redonne confiance entre la population et l'armée. Parce que moi, j'ai fait l'Est il y a 2-3 mois. On a l'impression que la population voit cette armée comme des étrangers. Mais c'est voulu, non? C'est délibérément créé. Oui, mais parce que c'est entretenu. Et même les militaires sont conscients qu'on n'est pas très bien accepté. Et donc, il y a un travail de confiance qui doit être fait en même temps qu'on est en train de combattre. Moi, je vis pendant la rébellion du MLC comment les populations apportaient des vivres aux militaires à l'époque. Mais peut-être ce qui ne se fait pas. Aujourd'hui, Walter, vous allez terminer cette émission. Il y aura peut-être une période d'évaluation. Est-ce que la brigade intégrée de la MONUSCO va entrer également en danse pendant cet état de siège? C'est-à-dire, c'est des circonstances où la paix est troublée quelque part. C'est-à-dire, nous sommes en guerre pour ne pas les déclarer ouvertement. Ça sera toujours avec la brigade intégrée ou bien avec ces Kenyans qui vont venir nous appuyer très prochainement. La brigade de la MONUSCO ou la MONUSCO doit nécessairement s'impliquer parce qu'elle reçoit des moyens conséquents et colossaux pour soutenir cet effort de guerre. Des fois, je suis avec beaucoup de peine, avec beaucoup d'amertume quand leur porte-parole dit que nous avons nourri les FARDC pendant autant de temps. C'est presque insultant par rapport à nos forces armées. Mais qu'on me dise qu'ils ont mis à disposition leur cargo pour transporter les troupes ou leur blindé pour transporter une unité d'un point à un autre. Dans une zone à haut risque. Dans une zone à haut risque, parce qu'il ne faudrait pas qu'on expose les nôtres avec les pick-up qui n'ont pas de protection contre la mitraillette de l'ennemi. Comme le professeur Voto l'a dit, ces gens sont dissimulés. C'est une guerre asymétrique. Il faut que la population... Est-ce que la donne au niveau sous-régional, pour ne pas vous couper, la donne au niveau sous-régional a-t-elle réellement changé? Est-ce que la donne au niveau national et au niveau international? Parce qu'on dit que c'est une guerre sous-traitée avec certains de nos voisins. Est-ce qu'il y a maintenant une volonté commune de nos États de la sous-région? Non. On ne devra pas attendre une volonté commune. C'est une question congolaise, c'est une question de souveraineté. Nous n'avons pas à attendre l'accord du Rwanda parce que le Rwanda est le premier bénéficiaire de cette guerre. Mais il ne faudrait pas qu'aussitôt repoussé que ces groupes armés trouvent leur base arrière dans l'un des pays voisins, comme on a vu le M23, jusqu'aujourd'hui, on a du mal à les extrader. Même si on y trouve leur base arrière au Rwanda, si nous sécurisons convenablement nos frontières, ils ne reviendront pas vers ici parce que le Rwanda sécurise très bien ses frontières. Les FDLR n'ont jamais quitté la RDC pour aller renverser Paul Kagame. Raison pour laquelle nous devons collaborer, surtout les gens qui sont sur place dans ces deux provinces en proie à l'insécurité. Ils doivent soutenir les FARDC et que ceux-ci donnent le meilleur d'eux-mêmes afin de mettre un terme à cette guerre asymétrique. Il faudra faire en sorte que tous les dégâts collatéraux soient évités afin qu'on ne crie pas demain au problème des violations des droits humains, des disparitions forcées, ainsi de suite. Il faut prendre vraiment toutes les précautions pour que parce que vous savez, soit mené de façon pourquoi je dis ça? Vous allez voir demain, Amnesty International, CPI,
faire des pressions sur Baouma, excusez-moi, le nom de Baouma revient, faire pression sur Ndima, faire pression sur Luboya Nkachama, faire pression sur Benjamin Alorabone. Non, il est responsable de telles actions, de fausses communes. Ça, il faut éviter. Certainement. Parce que ces ONG-là ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Ils doivent produire des rapports parfois souvent bidons pour bénéficier quand même des subsides en termes de financement. Certainement. Et nous, comme presse congolaise, nous devons tout travailler pour faire face à des éventualités comme ça. Je crois que cette fois-ci, ça fait longtemps, cette fois-ci, c'est toute la République qui doit se mobiliser, chacun à son poste, chacun selon ses capacités pour que nous puissions terminer cette guerre. Merci beaucoup José Adolphe Voto, merci à vous, cher professeur, pour vos analyses, et pour d'ailleurs vos chroniques hein, de temps en temps qui tombent. Merci, je retiens de votre chronique 3 grands axes. Vous parlez des recours aux ex-phases, mais vous parlez également des non-originaires qui sont envoyés au front, mais vous parlez également de la gestion militaire comme sous les années Mobutu. Vous citez les années 90, tout comme vers la fin du régime Mobutu avec la nomination d'un premier ministre militaire, le général Likulia à Bolongo. La guerre, l'état de siège. Nous, c'était notre contribution pour ces numéros. Mais nous aimerions aussi que les journalistes fassent les déplacements de l'Ituri avec les ministres de la communication et des médias. Nous devons aussi vivre ce que font nos forces armées. J'espère que le confrère actuel ministre et porte-parole, il n'est pas que ministre des comptes rendus. On a vu que les débits est déjà bon. Il ne faudrait pas que nous puissions rester dans nos plateaux climatisés à Kinshasa pour critiquer les forces armées, pour critiquer le gouvernement, pour critiquer les forces de défense, la police et de sécurité. Il faut aussi nous prendre. Prenez Serge qui critique négativement ou positivement. Prenez aussi Walter Kouy, tout comme prenez José Adolphe Voto. Nous allons faire partie de cette équipe militaire pour aller vivre. Il n'y a pas que Ghislaine Dupont qui doit aller faire ça. Il n'y a pas que Sonia Rollet. Prenez aussi des journalistes quinois, des journalistes congolais. Nous devons aller là-bas, même pendant 10 jours, aller couvrir les opérations militaires et venir dire aux Quinois que nos forces de défense et de sécurité travaillent réellement. Vous êtes d'accord avec nous? Tout à fait. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. On se retrouve demain, ça sera jeudi. Si les économistes seront avec nous, on va parler éco. Au revoir et très bonne évasion sur nos antennes.